Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je vous ai promis depuis un petit moment. On est sur une vidéo mise à jour de ma salle cinéma. J'ai fait construire cette salle cinéma il y a bientôt 3 ans par l'équipe Cinémotion, une société spécialisée dans le home cinéma se trouvant au Luxembourg. Si vous n'avez pas vu la vidéo de construction initiale de cette salle cinéma, elle sera dans un des coins juste ici, vous pourrez aller la voir et revenir sur celle-ci pour la mise à jour. Depuis la construction de cette salle, il y a eu des modifications matérielles et également esthétiques. Le tour du matos, on va le faire ensemble, je vais vous en parler de tout ce qui a été modifié et également le tour esthétique, qu'on refasse un petit tour de la salle et vous dire ce que j'ai modifié. Cette vidéo est surtout aussi consacrée à la nouvelle installation audio se trouvant derrière cet écran, mais pour aussi vous parler de cet énorme écran de 4,20 m de base, 180 pouces de diagonale. Vous voyez qu'on est pratiquement bord à bord sur ma salle cinéma, puisque ma salle fait 5 mètres de large sur un peu plus de 7 mètres de profondeur. Oui, ça fait une belle surface, mais j'ai toujours voulu, lorsque j'ai acheté cette maison, avoir une grande surface pour la salle cinéma pour pouvoir justement y mettre les 2 rangées de sièges que j'ai. Justement, les fauteuils. Dans la première vidéo que je vous avais fait de la construction de la salle cinéma, j'avais 6 fauteuils Valencia, les mêmes que ceux que vous voyez ici, Tuscany, sauf que j'en avais 4 derrière et j'en avais également 2 devant. Depuis, les Tuscany avant ont été changés par les nouveaux modèles. Comme vous pouvez le constater, on change de couleur entre le noir brillant précédemment. Ici, on passe sur du noir mat. Les nouvelles fonctionnalités également de ces fauteuils Tuscany, c'est que désormais, il y a juste ici une mémoire qui nous permet justement d'enregistrer votre position idéale et l'ajout d'un port USB-C en plus de l'USB-A pour la recharge des télécommandes, du téléphone et autres. Et toujours les 3 positions de modification des moteurs pour l'assise, pour les dorsales et la tétière. En résumé, rien de compliqué, vous voyez, si j'appuie sur la touche I qui se trouve ici, mon fauteuil va prendre ma position automatiquement dans laquelle je m'installe pour regarder un film. On rappuie sur un bouton et le siège vient se replier tout seul. Chaque fauteuil est équipé d'un porte-gobelet qui est en métal et également ici une petite protubérance dans laquelle on peut y greffer des accessoires tels que par exemple mon support de téléphone que vous pouvez trouver là, une tablette et même un support de verre pour champagne ou pour du vin ou pour toute autre boisson. Les gobelets en double cliquant peuvent être illuminés avec différentes couleurs. En double pression, vous avez possibilité de changer la couleur et également cette couleur va se reproduire en dessous de votre fauteuil. Sur la partie arrière, les fauteuils font la même chose. La seule grosse différence qu'il y a, il n'y a pas de port USB-C dans les accoudoirs et il n'y a pas de mémoire d'enregistrement de position. Mon épouse et moi-même étant vraiment toujours sur les 2 places de devant, j'ai vraiment remplacé que ceux-ci. Les 4 autres sont pour les invités ou pour les enfants. Et eux, que ce soit ceux-là ou ceux-là, ils s'en moquent pas mal. Les fauteuils Tuscany ne sont pas donnés, c'est très cher. Moi j'ai eu l'avantage forcément de pouvoir les avoir en partenariat avec eux, donc ils ne m'ont rien coûté. Mais c'est vrai que lorsque l'on doit investir dans des fauteuils cinéma, ce n'est pas les moins chers. Maintenant la qualité y est, le luxe y est également, les fonctionnalités, mais je suis certain que d'autres marques, peut-être même françaises, proposent quelque chose d'équivalent, mais peut-être pas spécialement moins cher. C'est un des éléments où je vous incite tout de même à mettre un petit peu d'argent parce que le confort de l'assise pour regarder un film, c'est pour moi ce qui est le plus important. Passons maintenant sur les modifications esthétiques sur la salle avant de parler de l'écran et du système audio. À l'arrière de ma salle cinéma, sur le panneau qui se trouvait ici et celui-là, j'avais des dipolaires de la marque Klipsch qui étaient apparents. Donc, il sortait du mur. J'ai donc rappelé Cinémotion dernièrement, je vous en avais fait une vidéo également, pour qu'il m'intègre maintenant les haut-parleurs dans les panneaux acoustiques qui se trouvent ici. Et on a déplacé le surround left et right qui était à côté de la porte dans le panneau qui est juste là. Donc, je vous fais un petit montage. Voilà, le haut-parleur se trouve à cet endroit-là maintenant. Et forcément, à l'opposé, juste à cet endroit-là, il y aura la deuxième. Sur l'aspect esthétique des panneaux, on n'a rien changé, on est toujours avec ce système de panneaux décrochés, donc qui donne un aspect esthétique magnifique, mais également un aspect
au niveau auditif pour avoir justement le son qui est cassé lors de la réflexion et pas avoir un ping-pong à gauche et à droite. J'ai également modifié l'éclairage avec un système Govee qui est en RGBIC, donc qui permet de contrôler avec des séquences maintenant et plus uniquement de façon homogène les light-up, et vous voyez que ça change de couleur en passant du violet vers du bleu, et on peut forcément changer le style comme on a envie en synchronisant le tout. Vous avez ça d'un côté et vous avez ça forcément ici de l'autre. J'adore vraiment le visuel de ces bandes et ce décroché, ça apporte un certain luxe futuriste à la salle cinéma. Une chose que nous avons modifiée également avec Cinémotion, on a désormais intégré le vidéoprojecteur dans une niche dans le local technique. Avant, il était au plafond juste là au-dessus, et donc quand on était assis à cet endroit-là, forcément, c'était embêtant parce qu'on l'entendait souffler. Là, à l'endroit où il est, aucun problème, on ne l'entend pratiquement pas. J'aurais pu mettre une vitre par devant également pour pouvoir encore isoler le son, mais le refroidissement du vidéoprojecteur NZ800, il se fait par l'avant et sorti par l'arrière. Donc il ne fallait pas obstruer les grillages devant, c'est pour ça qu'il n'y a pas de partie devant qui referme le tout, ne laissant apparaître que l'optique. Derrière, forcément, il y a des grilles de ventilation pour pouvoir aérer tout cela. En parlant de vidéoprojecteur, justement, on accueillera dans cette vidéo Alexandre, qui est calibreur professionnel aussi bien vidéo que audio. C'est lui qui va s'occuper justement de calibrer le JVC que j'ai changé également depuis ma première vidéo, puisque j'avais un NZ8 et je suis passé au JVC NZ800. Donc ce nouveau projecteur n'est pas calibré du tout. Il doit avoir 150 heures approximativement maintenant, donc autant vous dire qu'il est encore pratiquement neuf. Donc il a besoin d'une calibration, surtout pour le nouvel écran. Mais je vais vous en parler. Également, gros changement au niveau du système son. Donc on vous en parlera également dans cette vidéo. On vous montrera dans cette vidéo comment ça se passe, une calibration audio et vidéo. Je vous montrerai également les mesures, surtout pour ce qui se trouve juste là derrière. Passons au rack matériel, je vous montre ce que j'ai comme matos. En fond de salle, j'ai donc ce local technique. Donc lorsque j'ouvre, voilà, je me retrouve ici. Le rack matériel maintenant. J'ai un NAS Synology dans lequel il y a beaucoup de Tera de disques durs. Mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir avoir aujourd'hui des sauvegardes 4K de vos films préférés, des Tera à volonté. J'ai changé récemment mon lecteur. J'avais un Zidou 3000 que j'ai revendu et je suis passé chez Airvolution. Une société qui est française, Corico Made in France, fabriqué en Chine forcément, mais la société, le développement se fait en France. Donc j'ai voulu tester ce produit et je ne vous mens pas que depuis que je l'ai, j'en suis complètement fan. Le modèle que j'ai choisi, c'est le Player 8K TV. Alors ce modèle, par rapport par exemple à un Zidou ou autre, a les fonctionnalités TV. Ce qui veut dire que les applications comme Netflix, Amazon Prime, Paramount, Canal+, Disney+, HBO et j'en passe, on peut nativement utilisée parce que la platine a deux cartes, a une carte vidéo classique et elle a une carte Android avec du streaming. Et c'est la première platine qui permet de faire ça et surtout dans cette qualité. Elle a une alimentation de dingue, elle est compatible 8K et le bonheur surtout de ce type de player, c'est le logiciel de gestion interne de votre bibliothèque que je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc pour le moment, j'utilise encore ma petite Apple TV qui se trouve là au-dessus, mais qui va disparaître incessamment sous peu, remplacée par le lecteur qui va faire tout en un. En dessous, j'ai toujours mon célèbre Oppo, et ça doit être la version UPD 203 multizone que j'utilise toujours pour tout ce qui est physique. Mon préampli, c'est un Marantz et c'est la référence AV7706. Lui s'occupe de décoder tout ce que les sources lui envoient. Ensuite, comme c'est un préampli, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va envoyer justement le son dans mes amplis de puissance qui se trouvent juste ici en dessous. Et là, on a mon tout nouvel ampli qui vient d'arriver, c'est le Mag TH1 référence 4000. Cet ampli n'amplifie uniquement que les deux caissons Hammer 15. Et on est sur 2000 watts bridgé sur les deux ports, donc chaque caisson prend 2000 watts dans la tronche. On a après 3 amplis Emotiva qui vont gérer forcément mes 3 avant, mes 4 arrière et mes 4 Atmos. Oui, je suis donc dans cette salle en 7.4.2. 7 haut-parleurs autour de moi, 4 au plafond pour les Atmos, 2 caissons. Et donc tout ce petit monde drive toute mon installation cinéma.
Parlons maintenant de l'écran, une des dernières modifications de la salle au niveau du matos. Et j'ai donc décidé de tester et de voir ce que donne le fameux écran de la marque Extreme Screen, vendu également par la boutique Extreme Screen du même nom. C'est un écran acoustique, micro-perforé, qu'on appelle l'écran Absolute Perfect White 1.7. 1.7 pourquoi? Parce que c'est le gain. Le gain, on va appeler ça, en grossissant le terme pour que tout le monde comprenne, et pas uniquement les spécialistes, c'est la réflexion que va donner la toile pour augmenter la luminosité et donc forcément, ce qu'on recherche ici sur la 4K ou autre, augmenter le HDR. Moi, j'avais un NZ8 avant et j'avais une toile de 3,80 m. J'ai ensuite changé pour le NZ800, toujours sur 3,80 m. Et le NZ800, sans vous mentir, déjà sur 3,80 m, sans scalaire, sans rien, avec une toile de gain 1 que j'avais auparavant. La luminosité, c'était correct, mais ce n'était pas péchu. J'ai pu voir du coup sur les différents réseaux sociaux des personnes ayant cet écran. Et ces personnes vantaient les mérites du 1.7 justement, même avec un projecteur comme le mien. J'ai donc décidé de prendre contact avec Extreme Screen et Laurent, que je salue au passage, qui m'a expliqué un petit peu les spécificités de sa toile, la recherche et développement derrière et tout ce qui allait avec. Je lui ai donc dit que ça pouvait m'intéresser, mais que, comme tout, je veux le voir pour le croire. J'ai donc passé achat de cet écran qui n'est pas donné. L'investissement dans l'écran, ce n'est pas un investissement que vous allez refaire tous les ans ou tous les 2 ans comme un vidéoprojecteur. Moi, j'aime changer de vidéoprojecteur tous les 2 ans. Quand il y a un nouveau modèle, je change généralement. Mais l'écran, il est vrai que même dans ma précédente salle cinéma où j'habitais avant, j'en avais acheté un, je ne l'avais jamais changé. Donc investir une somme conséquente dans un écran est plutôt judicieux et également je vous explique pourquoi. On va faire les mesures avec Alexandre et ce que je vais vous dire, je vais vous confirmer forcément dans des mesures ou pas. Peut-être que je me suis fait entourlouper par des jolis mots et que c'est une déception au final et que je me convainc avec un effet placebo de l'investissement financier pour me dire oui, j'ai un gain par rapport à avant. Avant, avec le NZ8, parce que le NZ800, je ne l'avais pas encore calibré, mais avec le NZ8 et une toile de 3,80 m, on était en dessous des 100 nits au niveau du HDR. Aujourd'hui, on doit atteindre 300 nits pour avoir quelque chose de correct en vidéoprojection. Donc là, je suis passé sur NZ800. Certains que le NZ800 était plus puissant au niveau de la luminosité par rapport au NZ8 et sur 3,80 m, j'aurais peut-être eu 120 nits, grosso merdo, mais vraiment en exagérant, sur la toile gain 1. Voyons donc ce que vaut le NZ800 dans cette vidéo avec Alex sur une toile 1.7. Laurent m'a dit, et je vous répète ces mots, Samuel, prends un NZ900, par exemple, modèle supérieur au tien, qui coûte 25 000 €. C'est vrai, le NZ900 coûte 25 000 €, prix public. Eh bien, tu auras un meilleur résultat avec ton NZ800 qui coûte 12 000 € ou dans ces eaux-là, et ma toile, que si tu avais le NZ900 sur une toile avec un gain 1. J'ai dit OK. Tu me le dis, je veux le voir. Et pas à l'œil, avec des chiffres. Est-ce que, avec cet écran 1.7 de 4,20 m de base, je rappelle, j'ai plus que 120 nits en HDR avec la toile Extreme Screen. Concernant la toile, elle est micro-perforée. Pour vous montrer, voilà, on voit les petits trous dans la toile qui est donc en PVC. Et dès qu'on recule, voilà, c'est terminé. Dès qu'on est à 50 cm, on ne voit déjà plus les trous. Autant vous dire qu'à 4 mètres où moi je me trouve, on ne voit plus rien. Est-ce qu'on a ce système de peigne au niveau de la projection du son avec une perte auditive? Ça se calibre. Personnellement, même là sans calibrer, j'entends aucun problème au niveau auditif par rapport micro-perforé. Et j'ai un écran micro-perf, moi, depuis de nombreuses années. Donc autant vous dire que je m'y suis habitué. Est-ce que c'est différent d'une toile tissée? Peut-être qu'une toile tissée laisse passer plus le son, mais moi, j'ai jamais aimé le moiré que l'on a dans l'image d'une toile tissée. Après, c'est les goûts et les couleurs. Chacun voit midi à sa porte. L'écran, il n'est pas en 0 frame. On a l'impression là que noyé dans mon mur noir, on ne voit même pas les bords de l'écran, mais il y en a tout de même un. Je vais vous montrer, mais il fait 1 cm. Donc j'essaye de vous montrer
avec un reflet de lumière, vous verrez mieux. Voilà le bord de l'écran. On peut, si on veut, avoir un zéro frame. Il suffit de déclipser ces parties-là, tout autour, et on se retrouve avec un écran, bord blanc, point final. J'aime tout de même, sans avoir les 8 cm de gros cadre qu'on a avant, avoir quand même un petit bord, même si je vous avoue que noir sur noir, dès que je recule, je ne le vois plus. J'ai vraiment l'impression que l'écran est suspendu dans les airs sur le mur de ma salle cinéma. Concernant l'écran, il est au format 2,35. Alors là, beaucoup de personnes vont me dire, et comment tu fais, Samuel, quand tu regardes des séries qui sont en 16/9 ou quand tu joues aux jeux vidéo? Sur le JVC, dans Settings Memory, hop, j'ai mis, mes mémoires de zoom, 16/9, 2,35, 2,35 IMAX. Alors 2,35 IMAX, c'est quoi? C'est le 2,35 classique dans lequel j'ai appliqué 2 masques, en haut et en bas. Ça permet, s'il y a un film en IMAX, que ça ne projette pas en dehors de mon écran. Ce qui est en dehors de l'écran est coupé et masqué justement avec ce que je viens de vous dire, des bandes que vous allez appliquer. Ça va descendre jusqu'au moment à effacer et arriver au bord du cadre. S'il y a un film en IMAX et que ça switch sur une image 16/9 complètement énorme, je ne le vois pas. J'ai donc pas de switch, ça reste en 2,35 tout le temps. Donc il me suffit simplement de choisir ce que j'ai besoin, j'appuie et en quelques secondes, si j'appuie sur 1,85, voilà, vous voyez l'image va rétrécir, se recentrer, refaire le focus, hop, ça descend et on a l'image qui est passée en 16/9. Je vous montrerai après avec une véritable image, autre chose qu'une mise à jour. Derrière cet écran, on a donc le tout nouveau kit Mag TH1 M12 LCR pour le gauche, le centre et le droit, et pour les caissons, 2 Hammer 15 de la même marque. On est en plein déballage, donc ici on va retrouver les versions M12. Richard me met tout devant, il faut qu'il bosse. Non mais t'inquiète, ne t'inquiète pas. Donc les M12, c'est de gros bébés. Je vous montre le Hammer 15 à côté de Richard. Tu mesures combien, Richard? 1,88. On est sur quoi? 1m20? 1m30? 1m21, je dirais. 1m21 de haut. Les Hammer 15, je vous ai fait une vidéo short. On est sur 2 caissons de 38 cm. Les M12, on est sur des caissons de 30 pour chacun des haut-parleurs de la scène avant, avec un pavillon à compression également sur la partie du haut. Autant vous dire que ça dépote, et ça dépote même de trop. C'est pour ça qu'Alexandre va agir là-dessus pour pouvoir corriger tout ça. Attaquons maintenant le lecteur Airvolution dont je vous ai parlé tout à l'heure dans mon rack. Lorsqu'on allume le lecteur, voilà sur l'interface sur laquelle on tombe. J'ai donc personnellement paramétré avec les différentes icônes des applications TV que j'utilise au quotidien. Donc on a vraiment Crunchyroll pour tout ce qui est manga, Disney+, Free TV pour la télé, l'Apple TV, donc ça va être tous les programmes de Apple. On a également Prime Video, Netflix et l'accès à l'Android TV. Vous avez également l'option vidéo qui est la bibliothèque interne gérée par Airvolution et ce qu'on appelle le Air Vidéo. Lorsqu'on rentre dedans, le logiciel se lance. C'est pour moi la meilleure interface existante à ce jour pour une platine home cinéma. Lorsque le menu se lance, vous l'entendez déjà, sur chaque fiche, vous avez de la musique. Donc vous avez à chaque fois que vous allez changer, le thème qui va se lancer par rapport au film que vous allez regarder. Ça s'active, ça se désactive, ça c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie. En premier lieu, on va avoir les ajouts récents que l'on a fait dans la bibliothèque. Donc là, c'est les derniers films que j'ai rajoutés. Ce sont mes sauvegardes personnelles, forcément. Vous doutez bien que j'ai tous les films possibles et inimaginables en vrai Blu-ray et je les ai mis sur mon serveur. Donc si je vais à l'intérieur, on va prendre le film 2012 par exemple. Je rentre dans la fiche, la musique se lance, j'ai les informations sur mon film et vous voyez du coup dans mes bandes dont je vous parlais tout à l'heure, on n'a plus de réflexion de lumière dans les parties métalliques puisque c'est recouvert de velours. Donc la note, on sait que c'est sorti en 2009. Le film dure 2h37, c'est en Ultra HD, HDR+, les différentes langues, avec également le codex utilisé pour les langues. Si je descends, je peux avoir l'ajout des scènes favorites, les scènes favorites de la communauté, donc les meilleures scènes qui ont été choisies par rapport à certaines séquences,
Et je peux moi-même, si je le désire, rajouter des séquences. Si par exemple je veux faire une démo, je mets mes scènes favorites du film 2012. On va avoir également les collections. Là par exemple, vous entendez clairement le thème Terminator qui va se mettre en route. Vous pouvez personnaliser tout ce que vous voyez là. Exemple, j'aime pas la vignette Terminator Collection. Je vais aller dans le menu et je vais pouvoir, si je désire, changer l'image qui ne me plaît pas. Et là, je vais avoir plein de personnalisations possibles pour la Terminator Collection. J'ai envie de me mettre, imaginons, voilà, je vais me prendre celui-ci que je préfère et je peux aussi en dessous changer le fond de l'écran. Je mets à jour et maintenant ma vignette devient celle-ci sur ma collection. Et ceci surtout sur les collections, sur les films, vous pouvez tout modifier. Donc là on a les films récents. Si je vais sur le côté, je vais retrouver juste là moteur de recherche, tous les films et toutes les séries, uniquement les films, uniquement les séries. Si je vais dans les films, je les ai classés personnellement par ordre de sortie. Donc en premier, vous allez avoir la sortie la plus récente par rapport au catalogue ciné. Et vous le voyez là sur le côté, on va également avoir toutes les années. Donc si je vais sur 2025, 2024, 2023, ça va être classé par ordre de sortie ciné. Un exemple, on va aller sur le côté. Si je vais en 2024, voilà les films de 2024 de ma bibliothèque avec également l'ordre de sortie des différents films. Et vous voyez qu'il y a vraiment un petit peu de tout. Là, si je vais dans le moteur, puisque je viens de lancer le lecteur et que je ne l'ai pas mis à jour depuis quelques jours, vous voyez, il y a deux tâches. Il est en train de mettre à jour justement les derniers films qui ont été rajoutés sur la vidéothèque. Si je vais dans mes séries, eh bien c'est pareil, je vais retrouver les différentes séries de mon lecteur, avec également, vous l'entendez, la musique qui va se mettre en route. Là, je vais avoir la musique, je suppose. Voilà. Du générique de La Casa de Papel qui va se mettre en route. Et puis forcément, la meilleure série de tous les temps, Breaking Bad. Si je retourne au menu principal, je peux aller sur l'Android TV. Et là, je vais me retrouver sur l'Android TV, comme ce que vous pouvez avoir sur une télévision classique, avec le catalogue, les applications, les films, les différentes plateformes. Tout est nickel et c'est fluide à mort. C'est ce que j'aime vraiment avec cette platine, c'est la fluidité absolue. Rien ne lag, tout est vraiment ultra bien optimisé et je peux aller sur les différentes plateformes. Je vais aller sur Netflix si j'ai envie. Hop, mon Netflix se lance. Je vais sur Samuel, sur mon profil et j'ai également la possibilité de regarder le catch, regarder ce que j'ai envie directement sur la plateforme. Actuellement avec mon épouse, on est là-dessus. Night Agents, série de dingue et on a la saison 3, épisode 7. On a bientôt terminé. Mais vous voyez que niveau fluidité, c'est une dinguerie absolue. Et si je reviens au menu principal, sans passer par Android TV, j'ai l'accès à mes différentes plateformes directement par les raccourcis que j'ai mis ici. Je vais aller sur Crunchyroll. On a accès également à tout le catalogue Crunchyroll. Attention par contre, les abonnements ne sont pas inclus avec le lecteur. Nous, c'est parce qu'on a les abonnements automatiquement à toutes les plateformes, mais si vous n'avez pas d'abonnement, forcément, ça ne fonctionne pas. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, un exemple pour l'autoratio. Là, je suis en mode 2.35. Si je lance forcément une série, mettons Jujutsu Kaisen et mettons un épisode pour vous montrer. Si je lance l'épisode en mode 2.35 avec les masques, l'image ne dépasse de nulle part et elle est dans mon écran centré, mais je n'ai pas l'image complète. C'est là que je vous dis si je vais dans Settings Memory, si je me remets en 1.85, donc 16/9, vous allez voir que l'image va dézoomer automatiquement, redescendre, et les masques vont se désactiver, et l'image redevient 16/9. J'ai des bandes du coup de chaque côté. Personnellement, ça ne me dérange pas, parce qu'avec la qualité des noirs de JVC, on ne les voit pratiquement pas. Comme je regarde principalement, moi, des films en cinémascope, forcément, ce genre de ratio, de temps en temps, ne me dérange pas d'avoir une bande ici et d'avoir une bande là. Mais vous avez vu que le changement de ratio se fait en 7 secondes. Là, c'est pareil. À ce moment-là, le menu devient complet en 16/9 et je peux switcher en 2.35 si j'en ai envie. Pour une utilisation 100% cinéma comme moi je le fais, le 2.35 c'est l'idéal. Maintenant, quelques séries sont en 16/9, les jeux vidéo le sont aussi. Mais dites-vous que même quand je joue en 16/9 à un jeu vidéo ou en une série, j'ai un écran qui fait 3 mètres. Non plus 4,20 m de base, comme en cinémascope, mais 3 mètres d'écran en 16/9.
On ne va pas se plaindre du tout. Je vous ferai quelques extraits à la fin de cette vidéo. On va passer sur l'accueil d'Alexandre. Là, aujourd'hui, on est mardi quand je tourne cette vidéo d'introduction. Alexandre vient jeudi. Jeudi, on se retrouvera. Donc pour vous, ça va être quelques petites secondes. Je vous présente Alexandre et on discute justement de son métier, calibration son, calibration vidéo. Et on vous montrera l'avant et l'après. Et est-ce que j'ai un gain ou pas? À tout de suite. Je suis en compagnie de Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je vous en avais parlé donc dans l'introduction qu'Alexandre venait aujourd'hui faire la calibration audio et vidéo. On vient de tester 2-3 minutes, quelques extraits pour avoir déjà un compte-rendu de ce que ça donne avant. Avant de parler de tout ça, présente-toi. Voilà, Alexandre Moncontois, calibreur son et image. Donc, eh bien, je viens chez Samuel pour finaliser toutes les modifications qu'a effectuées Samuel dans sa salle. Donc, la mise au point pour le son, pour l'image. On va calibrer l'image format SDR et HDR. Le son, pareil, on va revoir un peu l'équilibre général. Tu as beaucoup de présence dans le grave. Ah ouais, un petit peu trop. Récupérer de la clarté et de l'équilibre dans ta bulle sonore. On vient de finir les tests pour l'image. On va revoir tout ce qui est équilibre de luminosité entre le SDR, le HDR. C'est pas du tout géré de la même façon, donc il faut faire vraiment des réglages différents sur les deux formats. Le SDR serait limite un peu trop lumineux, on va le rééquilibrer, le gamma un peu trop bas, corriger la température de l'image qui me semble comme ça à l'œil un peu trop froid. Donc il tirait vers le bleu? Légèrement, c'est une impression, hein, c'est toujours difficile de se rendre compte à l'œil. Pour le HDR, le but ça va être de donner le rendu le plus dynamique possible. Le HDR n'est pas fait pour faire des images qui pètent à l'œil, hein, c'est pas le but du tout de faire des images lumineuses, c'est de faire des images dynamiques. D'accord. Donc voilà, on a une grande base d'images avec la toile 1.7. Heureusement, on récupère pas mal de luminosité et on va faire au mieux pour dynamiser au mieux le HDR. Tu fais cette activité depuis combien de temps, toi? Alors, eh ben, ça va faire 3 ans au mois d'avril. 3 ans. Oh, bah, on est au mois d'avril, justement, ça fait 3 ans. Et donc, il se déplace dans toute la France. Il fait des tournées. Donc, sur le site internet que je vous mettrai en description de vidéo, vous avez un formulaire, c'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Ou alors, vous pouvez le contacter également par mail ou autre. Et en fonction des régions, dans son planning, il va aller dans les différentes régions de France. Tu vas en Belgique aussi? Oui. Tu vas en Suisse? Parce que j'ai Suisse aussi. Je vais y passer bientôt. Ok, donc si vous êtes intéressé pour une calibration, quand on investit, je le dis souvent, hein, dans du matériel aussi haut de gamme, que ce soit même TV, tu fais aussi un pas que vidéoprojecteur, Tout à fait, tu oui, fais oui. télé, la calibration est nécessaire. En plus, le coût par rapport au gain, et Alexandre fait de très 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 bons tarifs aussi, c'est pour moi indispensable. Si on veut vraiment profiter de son matériel vraiment à 100%. Vidéo et son. Parce que le son, c'est pareil. Avoir le son que j'ai mis là et rester sur une calibration Odyssey, déjà là, j'ai déjà vu les limites. Elle a fait un petit travail, mais elle ne peut pas faire ce que l'être humain. C'est pas complètement équilibré. Voilà, c'est clair et net. On se lance là-dessus. Je vous mets de toute façon tout ça en description de vidéo et vous le contactez si vous avez besoin. Allez, à tout de suite. Niveau matériel, c'est équipé, hein. Donc, on a l'impression qu'on va passer à une opération chirurgicale du matériel. Des sons, des micros. Ah ouais. Ça, c'est pas du tout pour ce que vous pensez, hein. Ça a beau avoir une forme phallique. Ça restera dans le home cinéma. Je ne sais pas du tout quoi est quoi. Genre, à mon avis, ça va être des sons. Ça, c'est quoi exactement? Tiens, Alexandre, par C'est exemple. le spectro-radiomètre. C'est un truc pour faire des opérations? C'est pour les mesures de luminance et de colorimétrie. C'est lui qui donne les mires, etc. ou autre? Non, le générateur de mire, il est ici. D'accord. Ok, donc lui. Et ça, c'est la sonde. Et ça, c'est le colorimètre. Ok, d'accord. Bon. Vous voyez que je m'y connais autant que vous. Installation du matériel. Et surtout sur ma chaîne YouTube,
on n'est pas spécialisé au cinéma. Quand on parle HDR et quand on parle SDR, on va grossir les choses, les termes. Le SDR, dites-vous, c'est tout ce qui va être les sources 1080p des Blu-ray classiques. Le HDR, ça va être surtout ce qu'on va retrouver sur les Blu-ray, les derniers qui sortent, les 4K ultra haute définition. Donc c'est High Dynamic Range, ce qu'a expliqué tout à l'heure donc Alexandre, c'est donner donc une dynamique à l'image beaucoup plus péchue que ce qu'il y a sur les Blu-ray classiques. On grossit le truc comme ça, ce sera plus facile à comprendre et on essaiera dans cette vidéo de ne pas utiliser trop de termes techniques et de parler avec un langage familier et enfantin, parce que tout comme vous, je ne suis pas un ultra. J'ai des bases forcément, j'ai des connaissances forcément depuis autant d'années, mais je ne maîtrise pas tout non plus, et surtout dans la calibration. Donc on essaiera de vous expliquer les changements exactement avec des mots simples, ce que cela apporte exactement. Donc on va faire une calibration déjà et des tests de base. On vous montrera le graphique, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il faut corriger et qu'est-ce que ça donne après. Donc il y a plein de termes bizarres qui vont peut-être vous sembler chelous, gamma, delta, tous ces genres de choses-là. On essaiera de vous expliquer. Donc là, tu fais exactement l'étalonnage de... Donc, je vais étalonner le colorimètre en prenant les mesures de référence du spectro-radiomètre. Les couleurs. Donc là, il va nous faire tous les blancs différents du plus foncé au plus clair, c'est ça? Donc là, il vient de passer le blanc et là, il passe les couleurs. Donc, il nous fait les couleurs primaires, puis... Ok, donc en passant du plus clair au plus foncé à chaque fois. Alors, c'est pas du plus clair au plus foncé, c'est en termes de saturation. D'accord, ok. Ouais, c'est les différents niveaux de saturation. En fait, en termes de luminosité, on est à 75%, donc fixe, et c'est la saturation qui varie. Et le graphique qui est là, donc l'espèce de triangle. Donc là, le triangle, c'est le gamut, donc la plage colorimétrique BT709 pour le SDR. Alors, la balance de blanc est décalée. Donc d'office, ça décale toutes les couleurs. Alors, on voit que le cyan n'est pas du tout à la bonne teinte. Ouais. On a des défauts de saturation, léger sur le bleu par exemple, léger sur le rouge. Le jaune n'est pas du tout à la bonne teinte non plus. Alors c'est surtout lié à la balance de blanc qui est pas du tout bonne. Et le but, c'est de remettre les petits points dans les cases. Exactement. Les carrés, c'est les cibles, les points, c'est les mesures. Ok. Le gamma, on est au-dessus de la cible. Il va falloir réajuster, surtout la balance de blanc qui a un gros excès de vert au-dessus de 50% de luminosité. Ton pic de luminosité est à 110 nits. Là, pour le SDR, donc on est bien trop lumineux. On doit être à combien sur une surface aussi grande, la recommandation est à 48 nits, à une cinquantaine de nits. On aime mettre un peu plus, généralement 60, 65 nits. Donc on est vraiment... pour le SDR, ça c'est ça? Ouais. Pour le HDR, on doit être à combien? Le HDR, la recommandation est d'avoir minimum 100 nits. Ok. Et alors tout ce qu'il y a au-dessus, c'est bon à prendre parce que tout ce qu'il y a au-dessus va servir à dynamiser le rendu du HDR. Et si là on a déjà 100 nits en SDR, on aura forcément plus en HDR? Alors c'est un bon présage, c'est-à-dire qu'on va, je pense, avoir plus que 110 nits en HDR parce que là on est à 48% sur le laser. Ah oui, d'accord, ok. Donc on a encore de la marge. Ok. Alors je sais pas si on le verra bien en vidéo, mais avec la projection, on voit que je suis en train de réfléchir de trop. Et du coup, vu que je réfléchis, regardez, en bougeant mon crâne, on voit carrément la chaleur de mon cerveau en ébullition qui est en train d'exploser. Et ça suit ma tête, donc c'est bien au-dessus de mon crâne que ça part. C'est ouf ça. En HDR, ce n'est beaucoup quoi. Donc c'est plus le 50% blanc qui va être représentatif de ta luminosité globale de l'image. Donc là on est à 46. Donc là le Framadap qui fait la régulation sur le haut de la courbe de luminance. Donc le but sur le HDR, si tu veux, c'est d'avoir plus l'écart entre le 50% et le 100% est élevé, plus ça te rend l'image dynamique. Non mais 40, on est loin des 300. Alors, c'est pas le 50% qui doit être à 300 nits, c'est ton pic à 100% qui doit être le plus élevé possible.
Le 50% doit rester, là, la limite sur ta toile à 46 nits, on serait un peu trop fort sur le 50%. Et en 100%, on a combien? 98, 100 nits. C'est des mesures à 4%. Là, ça ne joue même pas sur la taille de la toile, parce qu'on ne prend une mesure que sur un morceau. Alors oui, c'est une mire à 10%, mais le vidéoprojecteur projette bien sur toute la toile, hein. Si j'avais une mire à 100%, j'aurais la même valeur, Mmh. Mmh. en théorie. Donc là, en changeant en fait les curseurs du gain et de l'offset, On rééquilibre la balance de blanc pour être à la norme, qui est le fameux D65, qui correspond à une température du blanc à 6500 Kelvin. et on voit forcément que la ligne s'aplatit par rapport à tout à l'heure où on était montagne russe, quoi. Donc là, on est sur du quoi? Sur le HDR, là pardon, sur le SDR pour le moment. Sur le SDR, ouais. Donc on a refait un autocal par contre, donc on a retravaillé complètement les données du JVC. Parce qu'on avait une dérive dans le rouge, dans le vert, etc. On a préféré tout remettre à zéro dans le Projo pour avoir quelque chose de propre. Ouais, pour avoir quelque chose de plus linéaire au niveau de la balance de blanc. Donc après avoir juste un petit peu ajusté le gamma, là on est déjà beaucoup mieux par rapport à la cible, Ouais. et une bien meilleure linéarité sur le RGB Là, pour la balance. à partir du 70 tout à l'heure, on avait le bleu et le rouge qui chutait, on avait le vert qui remontait de Ouais, ouf. tout à fait. Donc là on est quand même, je vous montre, sur une ligne plutôt parfaite. Et au niveau du gamma, là aussi, ça ressemble quand même. On va encore ajuster un petit peu, on est déjà sur un delta E à 1. Et le delta, il doit être, c'est quoi? C'est Il faut être en Entre dessous quoi de et quoi? 2. Ouais. En dessous de 2 pour le delta E moyen, sachant que là, qu'entre 0 et 2, là, il voit difficilement la différence. Mhm. Donc là, on est déjà sur 1, donc c'est très bien. Je vais encore peaufiner un petit peu pour améliorer, mais les résultats sont bons. Parfait. Le 16, c'est l'élément de référence. Le 17, il est légèrement allumé. Et ensuite, on a les premiers niveaux. Donc, tes basses lumières sont parfaitement détaillées au maximum. Ah ouais, donc on va le dégrader en fait. C'est ça. Donc là, au niveau du rendu, on est sur ce qu'on doit avoir. Oh la vache, je suis aveugle. Ça y est, je suis aveugle. Là, c'est la même chose, mais Non, sur mais là, par contre, je vois pas de différence dans les blancs. la fin de l'échelle. Ensuite, tu l'as tout en bas. Ah oui, d'accord, ok. 233, 234. Ok, Le blanc de référence, c'est 235. Donc, on est bon. Ça assure que tes blancs ne sont pas brûlés et sont détaillés au maximum. Vas-y, dis-moi en plus. Alors, là, sur le gamut, on est pas mal du tout. L'autocol a permis de récupérer le rouge qui manquait. Je vais ajuster légèrement un petit peu le bleu. Oui, les points sont dans les cibles. Ouais. Là, le rouge, il est bon. Delta E à 0,2, 0,3, 0,5, 0,2, 0,7. Et puis en fait, tout ça se règle avec les offsets, etc. ou autres de tout à l'heure, donc dans le menu, quand tu es dans... Là, ouais, on peut tout ajuster donc après l'autocol avec le menu conventionnel du JVC. D'accord. On va ajuster un peu la teinte du bleu. Et donc là, chaque fois que tu changes en temps réel sur ton écran, tu vois la modification. Tout à fait, ouais. Et le but, c'est d'aller remettre les points dans les cibles. C'est ça. Donc là, on est sur 4,20 m de base, donc on a mis la taille de l'écran au maximum. On est sur le SDR, et donc en nits, on terminera à combien? Je vais me caler sur 55 nits. Ce qui est largement suffisant. On a Sur déjà 4,20 m, oui. Et on a le laser, Mais du je coup, mettrais qui un va peu être... plus. Si tu avais une base plus petite, je mettrais un peu plus. Là, sur 4,20 m, 55 nits, tu seras bon. Ok. Et on a 35 pour la puissance du laser, sachant qu'on peut aller forcément jusque 100. Donc il y avait encore de la marge, mais quand même intérêt d'aller brûler l'image. La marge sera pour le HDR. D'accord. Donc là, on fait une dernière vérification pour voir s'il faut encore ajuster quelque chose. Bon, ben, on voit que la ligne au niveau du RGB, elle est plate de chez plate. On se croirait aux Pays-Bas.
Au niveau ici, tout m'a l'air plutôt correct. Et au niveau du gamma, ça avance tout ça. Impeccable. Résultats finaux. Hop, tu m'as dit Delta E moyen 0,6 sur le Color Shaker. perfect. Donc SDR, c'est dans la boîte. Donc très bien. Donc tout à l'heure on avait 110 nits, mais on était sur un format d'écran en 16/9. En 16,9, ouais. Donc là on est repassé sur en 2,35, donc en cinémascope. Et c'est pour ça que donc on a une différence par rapport à tout à l'heure. Ta balance de blanc qui est ici, le pic dans le vert. Donc ça c'était tout à l'heure avant qu'on ne calibre, donc pré-calibration, c'est bien noté. Donc on voit la grosse divergence des courbes, hein. Donc rien n'était plat. Et puis au-dessus également, pour le dessus, toutes les... Les delta E avant étaient à 8,4 sur le blanc et 4,9 sur les couleurs. Donc avec un gros excès de vert. Et là aussi, les bleus, tout était à côté aussi. Le gamut complètement décalé. Et là, c'est le après. Voilà, donc le après, je vous finis déjà le triangle que vous Donc voyez. là, on passe à 0,7 pour le blanc, 0,6 pour les couleurs. Ça n'a plus rien à voir. Tous les barres graphes, ils diminuent. Là, on voit bien la différence. D'où l'utilité. Color Shaker à 0,6. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner donc ça. Et donc dans cette scène, tu dois voir quoi, la rosace, c'est ça? Donc là, elle est bien détaillée, il n'y a pas de souci. Hein, tu vois, Ouais. on voit le milieu. Si les blancs étaient brûlés, on ne la verrait pas. Ça ferait une tache blanche. On ne verrait pas les détails dans la rosace. Ok. On va passer en auto-large, ça relève toute l'image et ça l'aplatit en fait en termes de, Au mieux de, dynamique. mieux de laisser quoi en normal? Tu auras une image plus dynamique en normal. Parce que plus tu relèves l'image et plus les détails lumineux vont se fondre dans la luminosité globale de l'image. Hein. Donc tu perds en dynamique. Une image lumineuse n'est pas une image dynamique, c'est vraiment deux choses différentes. Là, on est sur la balance des blancs. Donc ce qu'on recherche, c'est avoir le blanc le plus pur possible. C'est ça? Le plus équilibré possible à 6500 Kelvin. Hein. Toujours objectif le D65, que ce soit en SDR ou en HDR, c'est la norme. Donc là, comme tout à l'heure, en HDR, on a le triangle avec les points qui sont décentrés. Et le but va être de remettre tout ça dans les cibles. Au niveau des nits, pour le moment, en HDR, on est à 90. Sachant que sur ma toile 1, en 3,80, on était à combien on avait dit? 70. 70. Oui, la toile apporte un boost non négligeable tout de même, parce que 4,20 m par rapport à 3,80 m, on monte à 90. Mais Laurent, on est loin des 300. Et donc là, après correctif, hop, où on se situe? On a terminé calibration audio, calibration vidéo. Vidéo, je vous ai montré les étapes, etc. ou autres. Audio, c'est tellement technique que même moi, visuellement parlant, avec tous les griffonnages des courbes, je trouvais pas que c'était intéressant en tant que tel, visuellement, de montrer à quelqu'un. Les gens comprendront rien. Ouais. Et puis ça s'écoute, ça ne se voit pas. Donc pour l'audio, même moi, à un moment donné, je me suis même endormi pendant le laissant travailler parce que il y avait trop de courbes. Ton ressenti à toi, parce que toi, forcément, la différence par rapport à moi, c'est que toi, tu vois plein d'installs, plein de matériel différents ou autres, et tu as donc des comparaisons. Mac Theatron, tu n'avais jamais calibré. Non? Non. Tu n'avais jamais entendu non plus, et moi non plus, je ne connaissais pas du tout la marque avant qu'on me la conseille par Richard et Cinémotion. Quelle est, dis-moi. Pas les 15 pouces, j'ai déjà eu des tailles en dessous. D'accord. À calibrer. Donc les 15 pouces sont quand même de gros bébés, là, tu as l'ampli qu'il faut, costaud, etc. Donc là, sur le calibrage final, on vient de finir un extrait de Tron.
fait son écoute à -6, c'est ça? Donc, C'était clairement, on a un bon dynamisme. On a vraiment de la frappe Ouais. au niveau des caissons. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai rééquilibré le rendu du LFE. On était un peu dans les choux. Avant, on était envahi par l'extrême grave. C'était trop. Toi-même, tu l'avais dit. Ouais. Et quand on est envahi par l'extrême grave, ça impacte. Ben, ça étouffe tout le reste. Ça étouffe tout le reste et ça diminue l'impact en plus. Donc, il faut le rééquilibrer. Donc, pour moi, c'est une mission réussie parce que du coup, c'est cohérent, c'est équilibré. Il y a de l'infra, de ouf. On est au prix. Il y en a, mais de manière normale et cohérente. Oui, t'as pas une migraine après 2 heures de film. Quoi, tu vois, les fauteuils, ils tremblent. Tu le sens, tu as du physique. Ça, j'avais pas du tout avec le clip. J'avais une bonne scène frontale au niveau des LCR. C'était lisible, c'était intelligent, etc. au niveau du son. C'était détaillé. Pas autant que là. Parce que là, honnêtement, tout ce qui est cristallin, on l'entend super bien. La bulle globale, il y a des effets de partout, au-dessus, côté, etc. autres. Mais surtout, les deux Hammer 15 apportent du ressenti physique. Quand ça descend, on sent vraiment qu'on est pris. Les fauteuils tremblent. Et on a regardé un John Wick Parabellum. Quand il passe avec le shotgun et qu'il tirait, j'avais l'impression de me ramasser les balles dans l'estomac. L'impact, il était pam. Mais tout en étant vraiment très propre, sans traîner. Hein, ça bave pas. Des caissons passe réflexe bien calibrés, ils sont pas baveux, ils sont pas traînants. C'est ce que tu avais avant, parce qu'ils étaient trop expressifs dans l'extrême grave. Et c'est le défaut des basses réflexes. Donc il faut les maîtriser, il faut les calibrer, et ça devient sec, net, propre. En termes de rendu. Et après, pour l'aspect bulle sonore, donc voilà, on a une bulle sonore qui est claire, détaillée, précise. C'est équilibré, parce qu'on a vraiment le même volume partout. Pas l'agressivité, quoi. Tu vois, on écoutait à -6, sans gêne auditive, sans l'aiguille qui vient nous percer l'oreille ou quoi que ce soit, ça passe crème. La centrale reste audible aussi au niveau des voix, etc. C'est pas étouffé par la musique. Donc, pour moi, voilà, c'est mission réussie, pour moi. Matos, je regrette pas du tout l'investissement matos audio, c'est le jour et la nuit. Vidéo, on a forcément quelque chose qui est aujourd'hui, je ne dois plus me poser la question quand je regarde un film, est-ce que l'image est trop ceci, trop cela? Je suis à la norme. C'est ça. Et là, c'est le but, c'est de pas devoir chiper dans les menus ou quoi que ce soit ou autre. On n'avait rien à faire. Je suis, comme le réalisateur a voulu le film, dans la colorimétrie qu'il a voulu, tout est nickel. On a fait les tests avec Aquaman et autres, la fameuse rosace, pour également voir qu'on n'était pas sur des blancs brûlés, etc. ou autre. Exactement. Et le HDR, on l'a vu également, malgré non pas les 300 nits, mais on a quand même proche des 100 nits. On a regardé ici sur Tron Ares, le rouge était bien vibrant, on a tout ce qui doit être. Le HDR, il faut comprendre, comme l'a dit Alexandre, c'est pas une luminosité qui t'éblouit, c'est tous les éléments. C'est de l'image dynamique. Voilà, c'est tous les éléments qui doivent être illuminés, qui doivent ressortir par rapport. Je vous montrerai les extraits qu'il m'a montré tout à l'heure, je vous ferai un visuel dans Black Widow, où les lampes, les spots, les néons, tout ça doit ressortir beaucoup plus que dans l'ensemble de l'image. Dans Tron Ares, on voit bien la brillance du rouge sur le costume, c'est ça le HDR. C'était ouf. Et j'ai pas trouvé que j'avais une perte de luminosité par rapport à la taille de l'écran. Donc forcément, le gain 1.7 en passant sur 4,20 m apporte plus. On avait regardé les mesures qu'on avait sur le projecteur précédent que j'avais et la toile précédente, on était à 70 nits, c'est ça. Là, on est quand même à 90, donc on prend 20 de plus. Après, je vous donnerai ma conclusion. Est-ce que forcément, pour le rapport qualité-prix haute, ça les veut? Ça, je vous en parlerai tout à l'heure quand je terminerai, moi, ma vidéo de demain tranquillement. Je vous expliquerai tout ça. Mais pour le travail, en tout cas, d'Alexandre, il y a l'avant, il y a l'après, forcément. Plus visible pour moi au niveau du... Enfin, plus impactant auditivement au niveau du son par rapport à l'image, parce que l'image, c'est affiné. L'image, c'est du normatif. Il y a une partie qualitative, forcément, on l'aperçoit, c'est du normatif. Le son, c'est toujours plus impressionnant dans le sens où c'est l'immersion. Voilà. Le son, c'est plus l'immersion. C'est ce que tu ressens physiquement, etc. Mais le calibrage a quand même apporté son truc en plus pour le HDR, pour régler également le SDR qui était forcément beaucoup trop lumineux, il a fallu le baisser. Donc à ce niveau-là, oui, l'attrait image. Maintenant, le calibrage sonore est plus démonstratif au niveau auditif et physique.
visuel, vous prenez pas, à part quand forcément vous êtes ébloui par le soleil ou quoi que ce soit, mais au niveau auditif, l'audio, c'est l'audio, je savais très bien, parce que je l'avais déjà eu sur ma première calibration quand il était venu. Hein. Ouais. Déjà là, on avait récupéré énormément de spatialisation, pas spécialement en impact, en basse ou autre, parce que les caissons ne permettaient pas de le faire, simplement. Là, on est sur des caissons qui descendent beaucoup plus bas, et puis des monstres. 15 Là, centimètres, on descend sous les 20 Hz hein, avec les Hammer 15, les Hammer 15, les 15 pouces. Donc voilà, tu as de la puissance. Du coup, ils ont de l'aisance aussi, c'est ce qu'il faut voir. Il vaut mieux être surdimensionné sur le grave que sous-dimensionné. Et on le sent bien, hein, qu'ils ne forcent pas. Quoi. Ah oui, non, il n'y a pas un moment où ça a saturé, Non. où on a entendu un papapapac, tu sais, où des fois le caisson il tape et il claque et il fait un sale bruit dégueulasse parce que tu vois qu'il est au taquet. Là, on voit qu'il pourrait alimenter une salle 2 fois comme la mienne, qu'ils en ont encore sous le coude. Quoi. Ça marche Et l'ampli également, forcément, il sort 2 fois 2000 watts, plus que ce qu'il faut. Donc également, le conseil là-dessus de passer sur plus haut, qui vaut plus, vaut moins. Donc valait mieux passer sur avoir de la réserve que de saturer les appareils. Nickel. Les gens vont demander, et ça ils demandent souvent, et parce que c'est le nerf de la guerre, c'est qu'est-ce que coûte une calibration? Aujourd'hui, si on prend mon cas, moi, qui fait tout, on a fait SDR, HDR, on a fait son. Celui qui veut un package complet, on était à combien? C'était 800 euros en moyenne, c'est la moyenne, grosso modo. En dessous de 1000 euros pour tout. Oui, c'est largement en dessous de 1000 euros. La moyenne, c'est 300 euros le son, 300 euros l'image. Pour toi, là, j'ai passé la journée avec les frais de déplacement, je ne sais plus à combien on était, 640. Hein, j'aurais dit 800. Tu vois. Non, on est en dessous, c'est en dessous de 700. Et quand on dit qu'il passe la journée, il est arrivé à 8h30, il doit être 19h. On va arriver à 19h là. Donc, c'est pas, je viens 2h, je m'en vais. 8h30, on va pratiquement être sur 12 heures de boulot pour faire le boulot qu'il a fait là. Faut le faire. Donc, vous voyez, c'est pas non plus ultra excessif. Et de toute façon, quand on met l'argent qu'on met dans ce matériel-là, c'est ce petit surplus pour justement donner la quintessence au matériel et ceux qui sont capables de donner, faut les mettre. C'est un petit truc. Maintenant, beaucoup de personnes pensent que c'est très cher les calibrations parce qu'il y a des calibreurs qui sont très chers pour faire le même travail. Chacun fait ses tarifs. Là-dessus, on ne juge pas. C'est comme tout. On donne un prix, celui qui veut le mettre. C'est comme l'écran. C'est pareil. Il y a un prix, peu importe la personne, celui qui dit oui, ok, au prix où l'autre personne demande, c'est l'offre et c'est la demande. C'est comme ça, c'est certain. C'est comme ça. Ben merci Alexandre, je vais pouvoir me régaler parce que je m'étais gardé quelques films que j'avais envie de voir sous le coude. Ma femme m'a dit, tiens, on regarderait ça. Pas tout de suite. Quand tout sera calibré, parce que je savais Tu vois, Tron, je me le garde sur le coude depuis quelques mois parce que je savais que ça pétait, parce que le Tron, déjà, Legacy, le deuxième, la bande son des Daft Punk. Tu vois, Tron, il faut être calibré, il faut avoir un graphe qui soit maîtrisé, parce que tu vois, on pourrait vite être débordé. Ah oui, trop. Ah oui, parce que c'est le même son électronique que les Daft Punk du 2. Hein. Ouais. C'est de la basse et de l'infra et du boom boom qui va super bien, qui te met dans l'ambiance. Il faut être calibré pour écouter un truc comme ça. Sinon, je l'aurais écouté, je pense, avant la calibration. Ça aurait été trop, et je pense qu'à bout d'une heure de film, tu t'arrêtes, t'as une migraine de malade. Je vous mets les réseaux, le site internet, tout ça, si vous voulez, TV, son, vidéoprojection, vous faites appel à Alex et en fonction de la tournée, etc. ou autre, il vous répondra à votre demande. Tout à fait. Merci à toi. Allez, nous, on se retrouve dans la conclusion. Alors, allons-y, faisons donc cette conclusion sur cette énorme mise à jour sur la salle cinéma. On va diviser cette conclusion en 3 parties. Partie audio, partie vidéo avec la toile, et puis également la partie avec le travail d'Alexandre. Partons sur le son pour commencer. Bon, déjà, je dis un énorme merci à l'équipe Cinémotion, Richard, Fabien, Christophe, pour les conseils de la marque. Je ne connaissais pas du tout Mac Theatron avant qu'on me les installe et que je les écoute. Et c'est toujours ultra risqué de partir sur du matériel sans avoir eu une écoute au préalable. Je fais confiance à l'équipe depuis 20 ans. Oui, ça fait 20 ans que je suis ami et client chez eux. Et une fois de plus, je n'ai pas regretté les conseils qu'ils m'ont procurés. C'est une frappe atomique. Aussi bien niveau clarté que niveau impact, basse, infra. Mon Dieu, je n'ai jamais ressenti une expérience cinématographique, même dans des grandes salles de cinéma, comme je le vis
actuellement, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, on est 3 jours après la venue d'Alexandre. Donc depuis, j'ai pu profiter de nombreux films et également de nombreux extraits pour me mettre dans l'ambiance avant cette conclusion et vraiment vous donner mon ressenti. Jamais j'ai ressenti ça au niveau émotionnel, physique et spectaculaire. Cette marque est juste incroyable. Couplé avec les surrounds latéraux et surround back THX 8000, puisque au moment où j'ai changé les arrières, on ne parlait pas de changer les avants. C'est suite à une panne forcément d'un avant-clip que j'ai décidé de changer l'avant. Chose que j'aurais fait, je pense, si j'avais changé tout en même temps, je serais parti sur des Mac Theatron également à l'arrière et sur les côtés pour avoir un kit complet de la même marque. Maintenant, personnellement, pour être transparent avec vous, je n'ai pas de différence auditive, de qualité au niveau des avants par rapport au THX 8000 dans les murs. Klipsch THX 8000 en plus dans les murs sont des surrounds très haut de gamme avec également une superbe qualité sonore. Donc je pense que c'est pour ça que ça se marie bien. Mais j'aurais préféré forcément avoir tout en Mac Theatron si j'avais su à l'avance que j'aurais dû changer les avants. L'ampli également conseillé du coup par le distributeur de Mac Theatron en France qui a conseillé à Richard de partir sur le TW4000. Je pense que ça doit être ça la référence, mais je vous l'ai déjà donné précédemment. Merci également. Pourquoi ? Parce qu'à la base, je voulais partir moi sur le 3200, qui était un petit peu moins cher, et je me suis dit, bon, au vu de ce que les caissons ont comme capacité de watts, inutile d'aller mettre si élevé vu ce qu'ils ont besoin. Et là, c'est conseil de me dire il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Donc là, on est bridgé en 2000 watts sur chaque canot. Forcément, l'ampli ne souffre jamais. Les caissons ne sont pas en manque non plus de puissance. Donc ça donne forcément la quintessence de ce que l'on peut avoir au niveau du rendu. Pas de surchauffe, pas de talonnage, rien de tout ça. Ça envoie sévère et on se rend compte qu'il y en a encore sous le coude et que si je voulais en avoir encore plus dans la gueule, je pourrais. Merci également du coup pour les conseils d'avoir pris un ampli beaucoup plus puissant pour être à l'aise. Donc la marque Mac Theatron, oui, à 2000%, je vous la recommande. Mon Dieu, c'est dommage que vous ne soyez pas ici dans ma salle cinéma avec moi pour avoir une démo parce que forcément par téléphone, par vidéo, ça ne rend strictement rien. Mais maman, je vis un rêve éveillé. Ça, c'est parti audio, donc 100 000% satisfait. Waouh! Passons sur l'écran du coup. On a vu avec la calibration et les mesures d'Alexandre, et je vous l'ai rabâché aussi bien dans cette vidéo que dans les précédentes où je vous ai teasé cette vidéo update, que les chiffres parleraient plus qu'un discours commercial. Et là, je suis en extrême déception. Non pas du rendu. Attention, il va bien falloir discerner un petit peu ce que je vais vous dire. Je suis déçu du discours commercial qui m'a été vendu pour l'achat de cet écran. Je m'explique, on m'a vendu qu'avec cet écran, on atteignait les 300 nits nécessaires aujourd'hui pour le HD en projection. Quand on vous dit ça, vous gardez en tête, je vais avoir 300 nits. Et quant à pré-calibration et surtout après mesure, on se retrouve à 90 nits, on parle pas de 250 quoi, 90 nits au niveau projection et puissance lumineuse sur cet écran. Avouez que c'est un petit peu, moi qui travaille dans l'automobile, comme quand vous vendez une voiture électrique à quelqu'un et que vous lui dites en WLTP, donc les normes, vous allez faire 650 km avec votre voiture électrique sans aucun problème. Et qu'in situ, vous en faites 400. Et on vous dira, ah oui, mais c'est parce qu'il y a ceci et cela et cette condition, et si la Lune est alignée avec Pluton ou Mars ou avec Neptune, en fonction des degrés, en fonction de... Non, on t'a vendu 650 km, t'en as 400. Qu'est-ce que t'as retenu toi quand on te l'a vendu? Que t'allais faire 650 km avec ta voiture. Donc, par contre, effectivement, la toile gain 1.7 apporte un plus. Ça, c'est indéniable et c'était factuel également pour la simple et bonne raison qu'on a mis et qu'on a fait des tests avec Alexandre sur des échantillons de toile avec un gain 0, donc un gain 1. Et on avait
70 nits avec une toile classique. 20 nits supplémentaires avec la 1.7. Oui, c'est un plus. À savoir également que sur ma 3,80 m que j'avais avant avec un gain 1, j'étais à 70 nits aussi, sur plus petit. Donc il est clair et net que si j'étais passé sur une 4,20 m comme là aujourd'hui avec un gain 1, j'aurais eu en dessous de 70 nits. Donc j'aurais eu peut-être 50 nits. Donc sur 4,20 m, une toile gain 1 et sur 4,20 m, une toile 1,7, il y a facilement 40 nits supplémentaires. On est en dessous des 100 nits, qui est la norme aujourd'hui minimum pour le HDR. Maintenant, je suis transparent avec vous, je n'ai ressenti à aucun moment un manque de luminosité sur mon projo, sur ma toile. Les scènes de jour sont ultra lumineuses, le HDR brille bien aux endroits où il doit briller. Les scènes sombres, je n'ai pas, avec ce gain 1.7 en plus, une perte de la puissance des noirs des JVC. Ça reste ultra contrasté. Les noirs sont d'encre. Au niveau de l'image, je suis magnifiquement content du résultat. Là-dessus, aucun souci. Donc, merci Extreme Screen de m'avoir fait changer l'écran sur 4,20 m parce que dans mon idée, je serais resté sur une 4,20 m en gain 1 et j'aurais été ultra déçu parce que j'aurais eu à peine 50 nits et là, ça aurait été une cata niveau luminosité sur une toile si grande. Maintenant, je pense que le discours commercial doit être changé et de fournir des données aux clients en fonction de la taille de la toile. 300 nits sont certainement atteignables avec un JVC et avec un Sony également, Bravia 7, Bravia 8. Mais sur une toile, à mon avis, de 2 mètres, 2,50 m, pas sur 4,20 m. Et c'est là, je pense, qu'il y a eu une petite couille tout de même dans le dialogue et dans le discours de prétendre 300 nits sur 4,20 m. Oui, c'est certainement possible aussi, mais avec des machines comme des Raptor, donc des projecteurs qui font du 80 000, 100 000 euros. Pas la même tarification que ce qui se trouve juste là derrière. Donc en résumé, pas déçu de mon achat, le gain est là, il n'est par contre pas au niveau du discours commercial, ça c'est clair et net. Donc je reste déçu là-dessus et je pense qu'une transparence et des vrais chiffres auraient été pour moi, et j'aurais du coup pas eu ce discours dans cette vidéo, plus judicieux. On m'aurait dit Samuel, avec une toile gain 1 sur une toile de 4,20 m, tu vas avoir 50 nits. Espère pas plus. Par contre, avec cette 1.7, tu vas frôler les 100, ce qui est la norme. Mais il n'y avait pas de déception. C'était factuel. J'avais ce qu'on m'avait vendu et j'étais pas déçu. Parce qu'il faut tout de même parler du prix. Je vais parler prix public, pas au prix auquel moi j'ai acheté cette toile, hein, parce que comme tout dans la vie, tout se négocie. Mais une toile 4,20 m 1.7 prix public, on est à 6 990 €. Est-ce que aujourd'hui, en toute transparence et honnêteté, 40 nits valent, parce qu'une toile 4,20 m classique gain 1, vous allez trouver ça pour 2 000 €, je pense. Est-ce que du coup, les 40 nits de différence valent 4 000 € d'écart tarifaire prix public? Je suis désolé, mais je ne pense pas. Maintenant, c'est comme tout. C'est une question de moyens. Il y a des personnes à qui on va dire 7 000 € une toile. Ouais, ok. J'ai acheté un projecteur 70 000. Je ne vois pas le problème de mettre 7 000 € dans une toile. Ça, c'est comme tout. C'est une question de moyens. Et d'investissement aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, l'investissement de votre argent dans une toile, ce n'est pas quelque chose que vous allez changer tous les 5 matins. C'est une toile que vous allez garder peut-être toute votre vie dans votre salle cinéma. Donc mettre un peu plus là-dessus que sur autre chose, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Je vois plus l'intérêt de mettre un peu plus d'argent dans une toile de la sorte et un projecteur un peu moins haut de gamme, parce que le projecteur, vous allez le changer plus rapidement que je vous dis que la toile. Donc là-dessus, en revenant sur le discours commercial de Extreme Screen qui me dit qu'il vaut mieux prendre un NZ800 avec une toile 1 gain 7 qu'un NZ900 avec une toile gain 1, totalement d'accord avec lui et en plus, ça reviendra moins cher. Là-dessus, j'aurais le même discours si je vendais ce type de produit. Maintenant, quant à est-ce que cet écran vaut ce prix, ça c'est comme tout dans la vie. Extreme Screen est le distributeur et vendeur et le créateur de cette toile. Il propose un prix.
le client accepte pas. Si le client accepte d'acheter une toile pareille, 7 000 € prix public sans négociation, pourquoi lui va se priver de la vendre ce prix-là s'il y a des clients pour l'acheter? Ça, c'est la base du commerce. Comme nous, dans les statuts, puisqu'on est souvent plus sur cette chaîne YouTube à parler de statuts et de figurines ou autres, quand une marque JND vous vend une statue 4 000 € et qu'elle n'en vaut pas 4 000, qu'elle coûte peut-être 1 000 € à la fabrication, mais qu'il y a des gens pour les payer 4 000, pourquoi JND se priverait de les vendre 4 000 et les proposerait à 2 000, 2 500 et se faire moins de marge? On est sur le même sujet, l'offre et la demande. On propose un prix, on dispose de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Je conclurai sur ce dernier mot, sur cette partie écran. Je ne suis pas déçu du rendu, je le répète. Je suis ultra méga content de ce que ça donne au niveau image, luminosité, HDR et rendu global, parce que 4,20 m, vous imaginez pas comment c'est énorme et comment c'est ultra immersif, en plus en 2,35. Vous êtes dans le film, vous vivez l'action, avec le son qui vient se rajouter derrière. J'ai pour moi aujourd'hui, franchement, honnêtement, sans mentir, la salle de mes rêves. J'aimais ma salle précédente. Aujourd'hui, elle a passé un level. On conclut définitivement cette vidéo par le travail d'Alexandre. Waouh! Autant, comme je vous l'ai dit quand je parlais avec lui, visuellement parlant, c'est des petites choses qui sont améliorées et qui vous donnent, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rendu réel de ce qu'a voulu le réalisateur dans la colorimétrie, dans le rendu, dans le HDR, etc. ou autre. Donc ça va être subtil, mais visible tout de même au niveau du travail qui a été fait par Alexandre. Et puis vous le voyez de toute façon concrètement sur les logiciels, c'est pas un réglage à l'œil. Alors je mets un petit peu plus de vert là, je mets un petit peu plus de rouge, ok, à l'œil, les tons de la peau me semblent bien, l'herbe elle est verte. Non, non, ce sont des machines qui coûtent une fortune. Il y a presque 20 000 € de matos rien que pour la partie des sondes. Donc autant vous dire que c'est du matos très professionnel. Mais les logiciels vous montrent les dérives et vous montrent au final que la courbe est ultra plate. Le triangle delta, il est bien positionné avec les petits points aux bons endroits. Voilà, là également, c'est factuel. C'est pas un discours commercial qui vous dit « Ah ben voilà, maintenant, à l'œil, on est bon au niveau de la colorimétrie. » Non, 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 non. Pour ça que je dis toujours et que j'aime les choses qui sont factuelles et qui sont réelles avec des chiffres et une démonstration technique. Pas des « je te dis que ». Voilà, simplement. Quant au son, autant là par contre, visuellement parlant, dans les courbes et autres, j'y ai rien compris. Je me suis même endormi une demi-heure. Et pourtant, il y avait du son de calé de partout pour les bip 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 de calibration, mais c'était horrible à voir et c'était pas intéressant à vous montrer. Ça, c'est certain. Par contre, le avant-après, et on peut le voir facilement, puisque dans les amplis, vous avez un mode direct qui désactive tout ce qui est calibration et un mode après calibré. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Le travail d'Alex, il est époustouflant. Je suis, vous le voyez de toute façon, j'ai une hype de ouf. Je suis comblé de chez comblé. Donc voilà, je vous mets tout ce petit monde de toute façon en description de vidéo. Voilà, la mise à jour 2.0 de cette salle cinéma est faite. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais changer, mis à part forcément si JVC vers la fin de l'année sort un nouveau projecteur et que les ajouts sur ce nouveau projecteur sont intéressants au niveau du changement, comme je fais tous les 2 ans, je mets en vente à ce moment-là mon NZ800. J'ai en général aucun souci de revendre mon matos d'occasion, puisque quand je revends au bout de 2 ans, regardez là aujourd'hui il doit avoir 190 heures de fonctionnement et il a 1 an et demi. Donc quand je vends du matos, souvent c'est pratiquement du matos qui est neuf. Et j'aime bien, comme avec l'iPhone, comme avec le matos informatique, avec les Mac, etc., changer tous les 2 ans le matos et faire tourner. Donc on verra ce que nous réserve JVC ou une autre marque. Moi je suis JVC depuis plus de 10 ans, mais si Sony sort un truc qui est une frappe atomique et que je trouve que JVC n'est pas après test, parce que c'est l'avantage que j'ai également grâce à mes amis de Cinémotion, c'est que je peux tester le matériel avant de l'acheter. Donc forcément, si Sony et JVC sortent de produits, avec le NZ800, je demanderai à Richard de me prêter les 2 machines. Je les teste ici à la maison pendant 1 semaine, 15 jours, et après je tranche et je fais mon choix. Voilà, ça se peut qu'il y ait encore des vidéos home cinéma sur cette chaîne YouTube. On se diversifie de temps en temps, l'impression 3D, les statuts, le home cinéma. Si vous aimez ce genre de vidéos, vous me le direz en commentaire. Est-ce que ça a été instructif pour vous? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que aussi,
peut-être, tout comme moi avant, avoir une salle cinéma pour vous dans votre maison, c'est un rêve et que vous aimeriez faire ce genre de réalisation. Est-ce que c'est un projet que vous avez peut-être? Vous me parlez de tout dans les commentaires. Et également, si vous avez une salle cinéma, vous pouvez me parler de votre matériel, votre ressenti, qu'est-ce que vous aimez, etc. ou autre. Et si vous avez encore des questions par rapport à cette vidéo sur mon matos, sur tout ce que je vous ai expliqué, vous pouvez également me mettre tout ça là en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo a été quand même intéressante malgré qu'elle était longue. Si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications, comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes mes vidéos en avant-première, vous avez le petit bouton rejoindre qui permet justement de soutenir la chaîne avec un petit abonnement à partir de 1,99 €. Je vous laisse, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vais me régaler de cette salle.